Dans Business of Bouffe, j'invite les chefs à sortir de leur cuisine pour un échange sur le temps long. Et avec la série Entrée plat dessert, changement de décor. Cette fois, on part sur le terrain. Toque sur la tête et mandoline à la main, les chefs nous dévoilent leurs secrets les mieux gardés. Je suis Jeanne-Marie Desnos et pour cette série, je me suis faufilée dans les cuisines où les chefs œuvrent tous les jours. On discute de leur parcours bien sûr, mais aussi de leurs recettes fétiches et de leurs ingrédients phares. Où est-ce qu'ils les dénichent et comment ils les subliment pour créer une cuisine qui leur ressemble. Cette première saison est réalisée en partenariat avec Eureden, la coopérative bretonne que vous connaissez sûrement par ses marques emblématiques comme Dossi, les légumes surgelés paysans bretons ou encore Cocotine. Son entité Eureden Food Service est dédiée aux pros de la restauration. Ce podcast est le fruit d'une volonté commune, montrer ce qui se fait de bien en cuisine. Valoriser les belles initiatives de chefs qui, tous les jours, se démènent pour proposer des assiettes gourmandes, saines et respectueuses du vivant. Rendez-vous pour cet épisode au Faubourg d'Aimant, le restaurant végétal bistronomique à l'hédonisme revendiqué. Son mantra, « Save the planet, but make it saucy ». Alors, en fait, je fais un podcast sur Faubourg d'Aimant. Oui, d'accord. Et du coup, je voulais savoir comment vous avez connu ce restaurant-là. Alors, c'est parce que j'étais passé devant il y a quelques jours. Je suis entré parce que j'avais trouvé ça beau et les menus sympathiques. Mais bon, c'était plein. Du coup, voilà, ce soir, je vais réserver une table. Bon, voilà, je vais découvrir. Ok, super. Et vous êtes végétarien ? Je vais l'être. Je vais l'être parce que comme j'ai depuis quelque temps une prise de conscience de notre impact, du coup bon, je fais mon chemin pour justement être plus neutre d'un point de vue climatique. Donc voilà, j'arrête la voiture, je mange autrement, voilà, je m'adapte. Donc venir ici, ça fait partie de la démarche. Voilà, exactement, c'est ça l'idée. Comme ce client, interviewé devant le restaurant juste avant le service du soir, de nombreuses personnes souhaitent adopter une alimentation plus végétale. Et ça tombe bien, Faubourg d'Aimant est là pour les aider. Au menu, toutes sortes de légumes, sublimés par la vision épicurienne d'Alice Tuyette, cuisinière autodidacte et directrice créative de l'établissement. Curieuse de sa démarche, j'ai décidé de me glisser dans les cuisines de ce restaurant pas comme les autres. Je vous propose donc un retour en arrière, quelques heures avant ma rencontre avec ce monsieur. Nous sommes en plein après-midi, il fait froid et gris, ça klaxonne dans la rue du Faubourg Poissonnière, au cœur du Paris branché. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Alice Tuyette. D'accord, je vais la chercher. Ouais. Elle est pas loin. Une fois la porte passée, changement d'ambiance. Je suis accueillie dans une maison bourgeoise de la belle époque, avec table en marbre, banquette en velours et lampe Art Nouveau. Bonjour Alice, ravie de te rencontrer. Bonjour Jeanne, ravie de te recevoir ici. Alors on est dans ton restaurant, Faubourg d'Aimant. Est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble ? Alors bien sûr, Faubourg d'Aimant, c'est une maison 1900, mais aujourd'hui, fait par l'architecte Chloé Lémarie et moi pour la déco. Et ici, c'est un lieu qu'on a voulu chaleureux, sans trop en faire, avec des belles boiseries. Il y a plusieurs espaces. On va avoir une belle zone d'office au rez-de-chaussée, un jardin d'hiver. Et là, on est dans les étages, qui sont des salons plus feutrés. Ouais, c'est très très joli, la déco est incroyable. Comment il est né cet endroit et depuis quand il existe ? Cet endroit a mis beaucoup de temps à exister puisqu'il y a eu 4 à 5 années avant qu'on réussisse à l'ouvrir. J'ai ouvert un premier établissement, je dis toujours le plus petit resto de Paris puisqu'il faisait que 19 mètres carrés. Et là, ici, on a 85 places assises, on peut vraiment accueillir beaucoup de public, servir des beaux cocktails, des bons vins dans des bonnes conditions pour les équipes. Et tout ça, ça prend du temps, ouais. Tu sers combien d'assiettes ici par jour ? Oula, enfin, je fais juste quelques petites multiplications parce qu'on va avoir entre 180 et 250 clients par jour, sachant que les clients prennent entre 2 et 4 assiettes, donc on sert à peu près 500 assiettes par jour. Et vous êtes combien à travailler ici ? On est 24 à travailler au Faubourg d'Aimant. On est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Et toi, ton rôle ici, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, je définis toujours un sorte de rôle hybride, parce que moi, je suis cuisinière autodidacte. J'ai grandi dans une famille de restaurateurs. Et la cuisine, c'est vraiment tout ce que je sais faire.
Mais néanmoins, j'ai ce côté plus, je dirais, comme une directrice créative dans une maison de mode. Moi, j'interviens vraiment en cuisine à des changements de cartes pour la partie création. Mais sinon, il n'y a que des personnes plus compétentes que moi dans les restaurants. J'ai un chef qui est bien meilleur que moi en cuisine, un directeur de salle qui est bien meilleur que moi en salle. Et ça vaut pour toutes les équipes. Donc, je suis une sorte de petit chef d'orchestre, directeur créatif. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir réussi à réaliser ce rêve dont tu avais envie depuis très longtemps ? C'est extrêmement épanouissant, vraiment. Et puis, mais je vais pas mentir, c'est sûr que c'est une pression quotidienne énorme. Il n'y a pas beaucoup de jours off, il n'y a pas beaucoup de temps, on ne pense pas. Et il y a toute une série de soucis, mais qui valent profondément le coup. Parce que tout ce projet-là, moi, je le fais vraiment pour la cause animale, avec l'idée qu'on peut présenter les légumes d'une manière radicalement différente, faire aimer aux gens ce qu'ils n'aimaient pas forcément, par la beauté, la poésie, la délicatesse d'une expérience. Est-ce que tu peux nous décrire ta cuisine, Alice ? Bien sûr, alors c'est une cuisine d'inspiration bourgeoise qui rend hommage à la grande tradition française, des plats en sauce, des cuissons, de ces plats qui ont vraiment du goût et qui se partagent, tout en étant adaptés au XXIe siècle et aux défis que notre génération porte, que ce soit les défis d'ordre écologique, éthique, aussi de santé, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une alimentation plus végétale est nécessaire, ça devient même une urgence. Le secteur agroalimentaire est le deuxième plus gros contributeur au changement climatique. Il y a des choses à faire. Alors j'avais envie de réunir vraiment ces deux univers, ceux de la grande tradition française, d'une cuisine de sauce, une cuisine qui en met plein la vue, et d'une cuisine végétale qui est adaptée aux défis d'aujourd'hui. Et au goût, elle ressemble à quoi ta cuisine ? Au goût, je dirais que c'est une cuisine qui est assez facile d'accès, assez séduisante à la première bouchée. Je le vois dans les yeux de beaucoup de clients. Il y a les yeux qui pétillent. Parce qu'on a voulu une cuisine facile dans le sens où, pas facile à cuisiner, mais facile quand on l'appréhende, puisqu'elle est sur les sauces, elle est sur les goûts, elle est assaisonnée, sur les textures. J'ai pas du tout voulu une cuisine qui soit ascétique sur le légume, ou je dirais un peu snob, où il faut avoir vraiment une grande connaissance du légume, avec des associations compliquées, des super ingrédients qu'on connaît pas forcément et qui peuvent être l'apanage de la cuisine végétale. Au contraire, non, des goûts qui se rapprochent d'une certaine simplicité et d'un vocabulaire qu'on connaît avec des belles sauces, des beaux jus, des goûts longs en bouche. Tu cherches un goût de reviens-y, comme on dit. C'est ça, exactement. J'aime beaucoup l'idée du goût de reviens-y. Ce truc où tu as envie de vraiment terminer ton assiette. On fait attention aussi à ce qu'il y ait du bon pain pour que les gens puissent saucer jusqu'à la dernière bouchée, que ce goût de reviens-y puisse être savouré jusqu'à vraiment la dernière goutte de sauce. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui ? On va préparer un tas de choses aujourd'hui. Évidemment, la spécialité de la maison, ce sont les croquettes cochonnes sauce ravigote. Des croquettes de cochon sans cochon, évidemment. Mais moi, je suis à moitié vietnamienne, donc grande culture de la viande et puis évidemment du porc. Et j'adorais, moi, ça, les pieds de porc, ce côté gélatineux que j'ai vraiment cherché à retrouver dans les croquettes cochonnes. On va gélifier un bouillon de légumes, il va y avoir un confit d'échalotes, du champignon, de la pâte de soja fumée pour avoir toute cette texture vraiment, je dirais, presque carnée et qu'on vient tremper dans une sauce ravigote bien pépsée parce qu'avec beaucoup d'herbes, du vinaigre, de la moutarde, évidemment. Et on va préparer d'autres surprises encore au faubourg. Toutes ces saveurs, couleurs, textures, cette cuisine bourgeoise, gourmande et réconfortante dont parle Alice. Et tout ça en 100% végétal. C'est intriguant, non ? Moi, ça éveille mes papilles et ma curiosité. Alors, il est temps d'aller voir ce qui se passe en cuisine. On est où là, Alice ? Alors là, on est vraiment dans le cœur battant du restaurant. C'est la zone office qui est devant la cuisine ouverte. On a le jardin d'hiver qui est ici. Et puis, tu as la cuisine d'envoi. Et là, on va descendre dans les cuisines de préparation. Alors, tu vois, ici, c'est la plonge, qui est vraiment un lieu super important dans un restaurant. On a tendance à l'oublier. Mais en fait, s'il n'y a pas de plonge, il n'y a pas de restaurant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assiette. Et puis, il n'y a pas non plus toutes les casseroles, toute la batterie qui est lavée. Là, on va être dans le labo chaud de préparation qui va permettre de faire notamment les sauces. La Mamadou, il est sur les flatbread qu'on sert avec les fameux champignons dont je te parlais tout à l'heure et qui là sont en cuisson dans la grosse sauteuse. Et puis après, si tu veux, tu peux me suivre. On repasse par la plonge et on va aller dans toutes les zones que les clients ne voient pas dans un restaurant mais qui sont tout autant essentielles. On a le local poubelle, on a les vestiaires hommes, femmes, une grande chambre froide où on va conserver tous nos légumes et nos produits crèmerie végétale, disons.
Et là, ici, c'est le labo froid. On va plus faire tout ce qui est légumerie. Là, il y a en pleine préparation des carpaccio de céleri qui sont un des best-sellers aussi à l'automne. C'est là qu'on vient faire les croquettes. Et on a l'économa. On a aussi tout le stockage vin. Il en faut beaucoup de parties cachées dans un restaurant pour pouvoir servir les clients. Ouais, on s'imagine pas quand on rentre qu'il y a autant de place et autant de choses qui se passent dans le sous-sol. C'est ça. Il y a toute une micro-société qui est en fait au sous-sol où il se passe des choses toute la journée de 9h du matin jusqu'à minuit. Ils arrivent à quelle heure les légumes ? Les légumes arrivent le matin très tôt, souvent avant qu'on arrive. Donc en fait, le livreur a les clés et ils sont déposés vers 7h du matin dans notre restaurant. Et puis nous, on arrive vers 9h. Parce que toi, tu fais que du frais, c'est ça ? Exactement. Nous, on travaille vraiment sur du frais. On a des livraisons de légumes tous les jours. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser quelques petites questions ? Ouais, bien sûr. Ouais, merci. Comment tu t'appelles ? Alors moi, je m'appelle Louis Gabrielli, je suis sous-chef du Faubourg des Mans depuis un peu plus d'1 an. Et qu'est-ce que tu es en train de préparer là ? Alors là, en ce moment, je fais plusieurs preps en même temps. Je suis en train de faire des oignons frits, je suis en train de blanchir des feuilles de chou pour monter ensuite les choux farcis qu'on a à la carte. Et en même temps, je suis en train de cuire la farce de croquettes au four. C'est un truc réconfortant, ça fait penser à la viande. Moi, je suis pas du tout vegan et ça me fait penser un petit peu à des goûts carnés, on va dire plutôt. Et c'est assez réconfortant, c'est super bon. Donc toi, t'es pas vegan et pourquoi tu travailles ici ? Moi, j'ai travaillé un petit peu dans plein d'établissements à Paris, luxe comme pas luxe, végétarien, carné, poisson, voilà. Et du coup, en fait, j'avais jamais touché au vegan, donc ça m'intéressait de voir ça aussi. Et après, pour souci écologique aussi, parce que moi, je suis vachement engagé. Déjà, on enlève toute l'empreinte carbone qui est liée à l'élevage et tout ça, donc ça, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà un gros plus qui permet de réduire l'empreinte écologique qu'on peut avoir, notamment dans les restaurants. Et en plus de ça, ici, on essaye au maximum d'avoir le moins de pertes possible, donc de jeter le moins d'aliments possible, donc aliments transformés. On essaye d'aligner un petit peu la quantité des plats aussi avec la consommation des clients, parce qu'on sait souvent dans les restaurants, il y a énormément de pertes en fin de service. On essaye au maximum de faire ça, on sensibilise les équipes à fond, et les équipes nous suivent sur ça, sont aussi engagées sur ça, donc ça c'est top. Au-delà de l'engagement, ça te plaît de cuisiner vegan ? Ouais, j'ai vraiment une formation surtout française et japonaise. Dans ces cuisines-là, on utilise énormément de viande et de poisson. Et en plus, très souvent, des choses importées. Et du coup, ici, le fait de travailler beaucoup de légumes et tout ça, ça nous remet en challenge, on va dire, sur la façon de retravailler les légumes et de faire aimer déjà beaucoup les légumes à des gens qui n'aiment pas forcément ça, ou pas trop. Et donc, du coup, c'est vachement intéressant en tant que cuisinier, quoi. Et qu'est-ce qui t'a surpris toi en arrivant dans la manière justement de travailler les légumes ici ? Qu'est-ce qui m'a surpris ? C'est pas forcément la façon de travailler les légumes, parce que ça, je savais déjà le faire avant. Donc travailler les légumes à la façon d'une viande. Donc par exemple, on a un jus de champignons qui est travaillé comme un jus de viande. Donc ça, en fait, il suffit de penser à le faire et c'est la même manière de le faire. Moi, c'est surtout en fait d'essayer de retrouver des goûts un petit peu comme ça, un petit peu salins, qui peuvent faire penser à de la viande avec d'autres ingrédients. Ça, vraiment, c'est ça que j'ai appris ici. T'as des exemples ? Ouais, typiquement, je trouve que la sauce butternut, donc là, c'est pas de la viande, mais on a la sauce butternut qui est sur la zucca et pépé, donc c'est le plat de pâtes qu'on a à la carte, qui reste inchangé depuis l'ouverture parce que ça a plaît aux gens. Et donc, on va retrouver, alors moi, c'est très personnel, mais je retrouve vachement un goût de fromage, un petit goût fromager qu'il y a derrière, et en fait, ça, c'est grâce à l'utilisation de certains ingrédients, quoi. C'est un ingrédient secret ? Non, je peux le dire. De toute façon, la cuisine végane, c'est connu qu'on utilise ça à l'intérieur. C'est la levure de bière déshydratée. Alors ça, franchement, c'est ouf. C'est ma maman qui m'a fait connaître ça depuis que je suis tout petit. On les mettait sur les salades, sur les soupes, dans des choses comme ça. Et au final, le fait de le travailler dans des sauces, ça amène énormément de texture, de goût, de profondeur en fait. Donc c'est génial. Et après, il y a d'autres ingrédients aussi que je connais, qui sont assez classiques, on va dire, entre autres, dans la cuisine moderne d'aujourd'hui, mais je sais pas, le miso, la sauce soja, des alcools un peu différents, comme on va utiliser du mirin, du saké, des choses comme ça qui amènent, et des épices aussi du coup, et qui vont amener des goûts un peu plus subtils et qui peuvent essayer de faire oublier que c'est du légume. Mais est-ce que c'est le but ? Non, c'est pas forcément le but, parce qu'on a certains plats aussi qui sont complètement autour du légume et du fruit, mais je pense aussi le fait de pouvoir amener des goûts un petit peu réconfortants qui peuvent plaire à la plupart des gens va faire qu'on va pouvoir ouvrir un petit peu les esprits sur la cuisine végane. Et
Et le fait que ce soit des produits français, ça te parle, ça? Oui, ça bien sûr, c'est le but. Comme justement par exemple le guacamole de brocoli, il est complètement sans avocat, il n'y a que du brocoli. Donc ouais, c'est des choses qui me tiennent à cœur, ça c'est ouais. Moi de toute façon à la maison déjà je consomme que français. Donc ça me tenait à cœur aussi de le faire au travail et d'avoir une continuité professionnelle par derrière. Impact positif sur l'environnement, bien-être animal, effet bénéfique sur la santé, les raisons d'adopter une alimentation plus végétale sont multiples. Je me demande ce qui a pesé dans la balance pour Alice. Quelle a été ta prise de conscience, toi, pour offrir une cuisine végétale ? Alors ma prise de conscience a été un petit peu particulière, c'est vraiment partie d'une expérience privée. Moi j'ai grandi à Paris, j'étais très loin de la nature, je savais pas du tout ce que c'était ni les animaux, ni ce que c'est tout simplement la planète. Et puis mes parents ont adopté un chien quand je devais avoir une vingtaine d'années. J'ai vu en tout cas la notion de souffrance que pouvait vraiment ressentir un animal. Et du jour au lendemain ça m'a fait switcher et j'ai complètement ressenti ça dans ma chair, vraiment une communauté, si ce n'est de cœur ou d'esprit, c'est en tout cas une communauté tout simplement de ressenti que je pense qu'on a avec les animaux. Et pour moi, c'est devenu progressivement impensable de pouvoir continuer à consommer de la viande ou du poisson. Et cette prise de conscience, en tout cas, elle s'est jamais accompagnée d'un discours moralisateur. Je suis pas une ayatollah de tout le monde doit arrêter de manger de la viande. C'est pas du tout ce à quoi je crois comme modèle. Je veux proposer sans imposer. Je crois beaucoup plus à une forme d'influence par le plaisir et par des modèles qui donnent envie plutôt qu'un discours justement qui serait trop militant et qui ferait peur. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup du discours écologique ou éthique tend à faire peur en disant aux gens va y avoir des catastrophes, etc. Pour moi, c'est assez facile de faire peur aux gens, mais en revanche, qu'est-ce qu'on leur propose après ? Il faut leur donner envie. Bonjour. C'est Alex, c'est ça ? C'est ça. On m'a dit que tu faisais des brioches perdues. Exactement. Comment tu t'y prends ? Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Alors on coupe les brioches en tronçons. Après on va les plonger dans un mélange de lait d'avoine, de cassonade et de maïzena. Et ensuite on va venir les rôtir avec beaucoup d'amour dans du beurre. Dans beaucoup de beurre, est-ce que je vois ? Du beurre mousseux, exactement, oui. Du beurre qui est fait à base de quoi ? Alors c'est de la margarine végétale à base de graisse végétale. Il te plaît bien ce dessert ? C'est un de nos best-sellers, oui. Comment t'expliques ça, toi ? La brioche perdue, c'est quand même un classique français. Et on arrive à le faire en version totalement végane. Et ensuite, surtout, c'est un dessert qui est très confortant, très gourmand. Donc ça plaît aux plus gourmands d'entre nous. Pour créer une cuisine végétale haut de gamme comme la tienne, j'imagine que le choix des légumes est super important. Tu peux nous expliquer comment tu t'approvisionnes ? Pour les approvisionnements, déjà la règle de base, mais je préfère la rappeler parce qu'en fait c'est règle de base, mais c'est pas forcément appliqué partout, c'est déjà de choisir des légumes de saison. Et d'ailleurs j'espère que la révolution de la saisonnalité arrivera aussi sur les produits d'origine animale, sur les fromages, sur les viandes, sur les poissons, parce qu'il y a une vraie saisonnalité aussi sur tous ces produits-là, et malheureusement on n'en parle que sur les légumes, donc petite parenthèse que je referme, mais en tout cas sur les légumes, un impératif, parce que qui dit de saison veut dire qu'on peut s'approvisionner localement et aussi au plus proche de Paris. On travaille avec des fournisseurs de Rungis, donc qui vont être des grossistes sur la partie fruits et légumes. On travaille notamment avec les Halles Trottement et beaucoup avec Natura pour la partie qui est plus en raisonné et en bio. Pour les herbes, on travaille avec Champercher, donc on est en direct sur nos approvisionnements pour les herbes et sur des produits spécifiques comme par exemple les pommes de terre où il y a une plus grande conservation que sur des produits très frais qui sont presque là pour une journée ou deux. Les pommes de terre, on peut les stocker. On travaille avec Rémi qui est par exemple un producteur de la baie de Somme qui nous approvisionne en direct de chez lui. Donc on a tout ce maillage et sachant qu'on tend à être de plus en plus vertueux. Et ce que je trouve beau aussi, c'est que plus on augmentera nos volumes, plus on aura de restaurants, plus on pourra être vertueux parce qu'on pourra travailler davantage en direct avec des producteurs. Ce qu'on ne peut pas forcément faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas la plateforme logistique pour le stockage, pour réceptionner, pour payer des livraisons en direct. Et alors comment tu fais pour garder des prix raisonnables ? Pour garder des prix raisonnables, c'est vraiment un travail quotidien. Déjà, on est forcément extrêmement vigilant sur tout ce qui est le gâchis.
Sur le végétal, on va chercher à utiliser au maximum le produit. On avait pour exemple sur le guacamole de brocoli, pour toujours rester sur ces mêmes plats, on utilise toute la tige du brocoli, alors que normalement, quand les gens cuisinent des brocolis, généralement on le voit à la maison, on va vraiment utiliser les florets, enfin la moitié du légume, alors qu'il y a toute la tige qui est consommable. Et c'est ce genre de gestes qu'on va avoir, de réflexion dans la création des recettes pour utiliser au maximum le produit. Aussi, on est extrêmement vigilant sur le fait que toutes les préparations qu'on engage, on suit de près les volumes qu'on va sortir pour être sûr de ne pas produire trop. Aussi, pour garder des prix raisonnables, on fait attention sur aussi les légumes qu'on utilise. Encore une fois, quand on achète de saison, c'est toujours moins onéreux. Et puis, on ne va pas se mentir, j'essaye aussi de mettre beaucoup de produits comme des légumineuses qui vont être moins onéreuses dans les recettes pour toujours contrebalancer et pas qu'on se retrouve avec des additions pas possibles parce qu'on aurait mis, je vais prendre des exemples extrêmes, mais il n'y a pas de la truffe sur toutes les assiettes. Pour maintenir des prix abordables sans faire de compromis sur la qualité des produits, il faut donc agir à tous les niveaux. De la gestion financière de l'établissement à une optimisation des stocks, en passant bien sûr par un approvisionnement éclairé. Comme le souligne Alice, les légumineuses, riches en protéines et peu coûteuses, sont une piste prometteuse pour une alimentation plus durable. Un sourcing local permet aussi de réduire les coûts, tout en étant, bien souvent, plus respectueux de l'environnement. Pour des cuisiniers qui ne pourraient pas travailler que sur du frais, notamment pour des raisons économiques, quels conseils tu pourrais leur donner pour faire quand même du végétal bon ? Je pense que déjà, il y a tout ce qui est choisir suffisamment de recettes avec les légumineuses qui ont des super apports nutritionnels et qui aussi permettent d'être assez rassasiantes pour le client. Donc ça va passer par les lentilles, les pois chiches, etc., qui sont des choses très peu onéreuses. On va avoir le riz aussi, les pâtes. Se tourner toujours aussi vers des légumes de saison, ça sera moins onéreux qu'un légume qui a beaucoup voyagé pour venir. Et après, tout ce qui va être des aides ou des produits qui ne vont pas être sur le frais, comme par exemple, nous, on utilise des tomates de conserve pour faire des sauces tomates parce que la tomate, ça fluctue beaucoup. Donc, s'il n'y a pas une super météo, elle va voyager de trop loin pour être ici et au restaurant. On n'a pas une cuisine qu'on peut changer tous les jours, parce qu'on n'est pas dans de la cuisine d'auteur avec un menu qui change quotidiennement. Nous, c'est vraiment des cartes qui restent 2 ou 3 mois parce que voilà, on a une grosse machine. Donc, on est obligé aussi parfois de passer par ces aléas-là. Après, moi, c'est pas quelque chose que je connais bien, tout ce qui va être le surgelé. Mais je pense que aussi, ça peut être une aide pour certains modèles de restaurants. Surtout si c'est des légumes qui ont été pris à maturité, qui ont été faits aussi dans le respect des sols au moment de la cueillette, enfin toutes ces choses-là. Nous, c'est pas des choses qu'on fait, mais c'est quand même des choses à évoquer et à réfléchir parce que derrière, les économies du restaurant ne sont pas faciles. Il faut, pour moi, privilégier les équipes et la masse salariale avant les ingrédients. Je vais peut-être en faire grimper certains au rideau en disant ça, mais c'est vrai, moi, ce qui compte avant tout, c'est les équipes. Pour leur approvisionnement, certains restaurants choisissent de faire appel à des coopératives agricoles. Ces organisations collectives, créées par des agriculteurs pour mutualiser leurs ressources et simplifier la commercialisation de leurs produits. Je me demande si Alice se tourne vers ce type d'organisation pour son sourcing. Est-ce que tes légumes ils viennent de coopératives ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention ? Aujourd'hui, on ne travaille pas du tout avec des coopératives sur les légumes. Et là, pareil, j'ai un discours de transparence et je ne cherche pas à raconter d'histoire. On a beaucoup parlé avec une coopérative normande donc, qui regroupait plusieurs producteurs sur des fruits et légumes, sur du maraîchage et aussi sur tout ce qui était fruits. En Normandie, donc. On n'a pas pu travailler avec eux, encore une fois, pour des raisons de volume et d'acheminement, parce qu'ils demandent des minimums de volume qui sont trop importants par rapport à ce qu'on est capable de faire. Contrairement à la restauration collective, où voilà, ça va être plus possible parce qu'ils centralisent pour vraiment des gros volumes. Mais j'ai vraiment l'espoir que quand on aura un prochain restaurant, on va aussi prendre une cuisine centrale, ce que parfois les gens appellent un labo, mais qui pourrait être en dehors de Paris, donc beaucoup plus facile pour être approvisionné, puisque ce sont les derniers kilomètres qui sont extrêmement pénibles sur les approvisionnements. Ce sont les embouteillages qu'on connaît tous dans Paris. Alors qu'en fait, des producteurs, notamment des coopératives, pourraient nous livrer à l'extérieur de Paris. Et nous, après, on approvisionnerait nos différents restaurants avec des préparations qui sont déjà faites dans notre cuisine centrale. Mais en tout cas, c'est un souhait de travailler avec ce genre d'acteurs. Et pourquoi ?
parce qu'on sait qu'on sera plus proche des producteurs, parce qu'on sait qu'on soutient presque en direct toute une économie, une agriculture à laquelle on croit, parce que si on fait ce métier-là, c'est aussi au-delà de l'autre côté de la chaîne. Bien sûr, ça va jusqu'au client, mais de l'autre côté de la chaîne, c'est qui a produit les légumes que nous, on va pouvoir transformer. Comment est-ce que tu fais pour innover dans la préparation de tes légumes ? Alors, c'était radicalement un projet d'innovation déjà des mains collectives, puisque on ne vend pas des pizzas, des pâtes, on ne cherche pas à faire la meilleure saucisse purée de Paris avec l'idée qu'on part sur des recettes qui sont connues et on cherche à faire le meilleur de ces recettes-là. Nous, on savait de base que le brief était un brief d'innovation et d'audace. C'est pour ça d'ailleurs on a eu très peur en ouvrant. C'est une chose de faire une très bonne cuisine sur des recettes connues, c'est une autre de vouloir proposer une cuisine radicalement nouvelle. Et en fait, cette contrainte du 100% végétal a poussé à la créativité, parce qu'à partir du moment où on se dit les règles du jeu, c'est qu'on n'utilise pas tel ingrédient, il n'y aura pas de beurre, il n'y aura pas de crème, il y aura encore moins de la viande ou du poisson. Comment est-ce qu'on fait pour donner du goût aux choses ? Et il faut savoir un truc dans la cuisine, le goût va se loger dans le gras. Donc en fait, le gras est un conducteur de goût. C'est pour ça que c'est aussi bon les sauces au beurre. Ou c'est pour ça que la viande peut avoir autant de goût. Et d'autant plus, c'est les persillés, parce que c'est vraiment les saveurs se dissolvent dans le gras. Et la vraie difficulté du végétal, c'est que très peu de végétaux, notamment il n'y a presque que l'avocat, qui ont du gras naturellement. Donc il a fallu vachement réfléchir à cette question-là de comment est-ce qu'on va trouver du goût sur cette cuisine-là. C'est pour ça que je dis que c'était radicalement un projet d'innovation. Est-ce que tu pourrais attendre un peu plus que des propositions de légumes de tes fournisseurs ? Est-ce qu'il y aurait des choses importantes pour toi comme des idées, des recettes ou la traçabilité, un côté vraiment responsabilité sociale et environnementale ? Est-ce que ça c'est important pour toi par exemple ? Oui, je trouve que tout à fait, notamment sur la traçabilité, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de la part des fournisseurs, parce que parfois on a juste l'origine, le pays, mais sans du tout avoir le détail. Et ce serait intéressant de savoir c'est quel producteur, c'est quelle région, ça a été récolté à quel moment, par qui. On a une vraie responsabilité sur ce qu'on fait, sur notre travail, qui est proprement mettre un ingrédient de l'extérieur dans le corps des gens. Donc je trouve que ce serait quelque chose d'extrêmement intéressant. Et toutes les recettes, je pense que ça pourrait être intéressant, parce que nous, c'est sûr, on a passé beaucoup de temps, disons, de R&D, de recherche et développement sur les recettes qu'on fait. Mais il y a tout un tas de restaurateurs qui savent qu'aujourd'hui, c'est un impératif de végétaliser davantage leur carte, de proposer plus de légumes, d'avoir un plat végétarien à la carte, pourquoi pas un plat vegan aussi à la carte. Et aujourd'hui, ce que j'entends comme discours, c'est qu'en fait, ils savent pas quoi faire. C'est pas forcément un manque de volonté et de se dire ah non, j'ai pas envie. C'est juste, je ne sais pas forcément faire. On a déjà des quotidiens qui sont extrêmement chargés, donc c'est vrai aussi que ça pourrait être aussi le rôle des fournisseurs de dire voilà, il y aurait telle manière de cuisiner le chou romanesco ou cette carotte, etc. pour le proposer dans votre restaurant d'une manière plus simple. Merci Alice. On a 114 raisins, 37 c'est en anniversaire, donc tu fais très attention s'il te plaît. La nuit est tombée, les tables sont dressées. Maria, directrice du restaurant, termine de briefer l'équipe en salle. On n'en a vraiment plus. Donc si on vous demande une reco, vous allez plutôt sur la gamme de prix et ce sera le licence 3. Bonjour Maria. Bonjour. Alors là il est 19h30, 40 à peu près ? 19h45. Oui, alors le restaurant est plein à craquer. Ouais, ouais quand même. Hein. C'est quoi ton rôle ici ? Moi je suis directrice du restaurant. C'est quoi le rôle de la salle dans un resto comme ça ? Le rôle de la salle dans un resto comme ça, c'est de bien expliquer ce à quoi les gens peuvent s'attendre ou non. C'est d'être le lien entre la cuisine et eux. C'est de prendre aussi les retours des clients. Bonsoir madame. Je peux vous aider ? Est-ce que vous avez une table pour deux personnes ? Non, je suis navrée, on est complet. 9:30 ? Nous, on a une partie accueil qui est vraiment importante. On doit expliquer vraiment la carte pour que les gens sachent à quoi s'attendre. Nous, c'est des assiettes à partager. Donc, il faut les orienter aussi selon leurs faim, leurs envies, sur les bonnes associations. C'est faire découvrir aussi des boissons, c'est connaître des aliments que les gens connaissent pas forcément. Savoir quelle crème il y aura, quel substitut, entre guillemets, il y aura dans les crèmes, dans les desserts. C'est aussi faire passer un bon moment aux gens et s'adapter à chaque client. Toujours. Et ça, émotionnellement, c'est extrêmement fatigant. Mais en même temps, c'est génial. Et on peut passer des moments géniaux avec des tables. C'est des gens qu'on a envie de revoir. Et
Des fois ils reviennent pas, mais on partage un truc qui peut être très fort. Et ouais, c'est un truc de diplomatie, de négociation, et c'est très intéressant. C'est très très chouette. Quand je vois un restaurant de cette taille rempli pour ses 2 services du soir, des assiettes à partager aussi belles qu'appétissantes et des clients tout sourire et qui en demandent, je me dis qu'Alice a vraiment gagné son pari. Ils sont rares, les restaurants végétaliens, qui réussissent à mettre tout le monde d'accord. Je peux vous poser encore quelques questions ? Qu'est-ce que vous avez commandé alors ? J'ai pris des rillettes de lentilles et c'est bluffant, c'est cuit dans de la graisse de canard, enfin de la graisse. Et du coup, c'est proche vraiment du goût que l'on connaît. Mais bon, c'est très très fin. Et après, c'est des croquettes de légumes aussi avec une sauce épicée, mais qui est très fine. Et c'est très bon. Vraiment, c'est délicat et puis il me régale. Ça vous donne des idées pour chez vous, par exemple ? Finalement, oui, parce que je cuisine beaucoup. Et du coup, ça, c'est le genre de choses, je pense, que je vais reproduire chez moi. Enfin, je vais tenter au moins de le reproduire, parce que j'aime bien m'essayer. Et du coup, ici, ça m'inspire. Ouais. Ça m'inspire. Et comment vous décririez la cuisine ici, alors ? La cuisine, elle est de qualité. C'est fin, vraiment, c'est en fait très fin, c'est gourmand, c'est-à-dire que donc moi qui bascule du coup d'une alimentation classique vers une alimentation de végé, on garde la même notion de plaisir, il n'y a pas de manque, on ne perd pas quelque chose, quoi. Voilà, on découvre autre chose. Et du coup, c'est aussi stimulant d'apprendre, de voir d'autres choses, découvrir, s'inspirer aussi, du coup. Donc c'est un bon choix. Voilà. J'encourage ceux aussi qui veulent découvrir à venir ici. Merci beaucoup. Et bon appétit. Merci beaucoup. Merci à Alice et à ses équipes de nous avoir guidés dans les coulisses de Faubourg d'Aimant. Cette première saison d'entrée plat dessert est réalisée en partenariat avec Eureden Food Service. Journaliste, Jeanne-Marie Desnos. Réalisation et mix, Benjamin Massé. Production, Lacmé. À très vite pour le prochain épisode. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, c'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.